à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. La suspension des évacuations sanitaires par le gouvernement du président Patrice Talon suscite des remous depuis la mort du petit Jean-E de Laourou. Vous suivrez dans cette édition un reportage sur les contours de cette réforme. Adoptée par plusieurs civilisations depuis des milliers d'années à travers le monde, le tatouage peut être réalisé pour des raisons symboliques, religieuses ou esthétiques. À Cotonou, les avis divergent sur le sujet. Le président de la RAC, Adam Bonitessi, a reçu ce mardi 29 mai 2018 les présidents de l'UPMB et du CNPA en audience. Plusieurs sujets au cœur des échanges, notamment la suspension de la nouvelle tribune. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, plusieurs réformes sont entreprises, notamment la suspension des évacuations sanitaires en raison de leur coût élevé et de l'injustice sociale qu'elles créent. Une réforme qui est bien reçue par certains acteurs du domaine de la santé. ESAE TV vous propose un reportage sur les évacuations sanitaires. On n'attend pas évacuation sanitaire, le transfert d'un patient, c'est-à-dire un malade d'un hôpital où il est suivi vers un autre plus équipé, où le médecin a la certitude qu'il pourra être bien soigné. Pour ce qui concerne le Bénin, les patients sont évacués dans des pays de la sous-région comme l'Afrique du Sud, du Nord ou parfois en France. Ces évacuations se font notamment sur instruction du ministère de la Santé ou sur demande du médecin traitant qui juge de l'absence des moyens adéquats pour administrer un bon soin aux patients. Je suis dans mon bureau ici, l'administration du CNHU m'envoie un papier venant du ministère et le ministre demande aux malades d'aller se présenter à la consultation du professeur Humbé qui va l'examiner et établir un dossier qu'on va lui envoyer au ministère pour l'évacuation du malade. Donc, c'est le ministère qui demande. J'examine mon malade, je lui donne rendez-vous, il vient, je l'écoute, je l'examine et je fais le dossier. Puis j'envoie à qui de droit, celui qui a demandé de faire le dossier. Ça fait une possibilité. Ou bien le malade est hospitalisé dans mon service. Et compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, nous avons pensé au diagnostic, mais il n'y a pas les moyens adéquats pour lui assurer un bon traitement. Nous sommes d'accord. Je vous donne un exemple très simple. Nous n'avons pas de radiothérapie à Cotonou. Et voilà que le malade a besoin de radiothérapie. Je lui fais un dossier d'évacuation que je fais partir au ministère de la Santé par le biais de l'administration de l'hôpital. Voilà les deux voies qui amènent le médecin à établir un dossier d'évacuation sanitaire. De même, les médecins dénoncent la fantaisie qui règne dans ce secteur tout en saluant le courage du chef de l'État à vouloir assainir le secteur compte tenu du gaspillage que cela engendre à l'État. Une accélération dans l'évaluation des dossiers permettrait aux patients d'être vite évacués. Il y a des évacuations fantaisistes que nous on a toujours décriées. Donc le chef de l'État n'a pas mal fait en voulant imposer, en voulant imprimer une réforme de ce côté-là. C'est une manière de revoir ce gaspillage. Donc, nous sommes preneurs pour ces réformes dans le domaine médical où n'importe qui ne va pas s'envoler pour une fièvre typhoïde, un paludisme ou une tuberculose parce qu'il a les moyens. C'est un business, il faut le dire. Les gens évacuent dans des hôpitaux parisiens ou de la France où l'argent atterrit là-bas, combien on a dépensé, combien il reste. Parfois même, c'est des mourants qu'on envoie. Le patient meurt à cause de chemin ou bien juste atterri là-bas, le patient meurt. Et c'est un cadavre qu'on évacue à Cotonou. Et l'argent, c'est l'argent du contribuable. J'ai reçu même les experts qui sont arrivés ici, venant de France. Il y aura un seul répondant pour les évacuations sanitaires venant du Bénin. Ce seul, c'est ce qu'ils appellent Fondation Hospitalière Paris, FHP. Et cette fondation regroupe 3 hôpitaux de référence, de bonne qualité, de bonne facture. Et quand le dossier arrive, c'est quand nous rédigeons le dossier que le ministère envoie le dossier
à FHP, ils se réunissent à 3, à 4 et rapidement, ils étudient le dossier et le malade voyage dans les 10 jours. C'est mieux parce qu'avant, ce que nous faisions, le Conseil national étudie le dossier et le malade ne partira qu'après 3 mois, 4 mois. Au moment où il rentre dans l'avion, il était déjà à moitié mort. Mais 4 mois avant, il n'était pas dans cet état. Pourquoi les choses traînent? On ne peut pas savoir. Si le président amène des réformes, il faut que ces réformes soient bien mûries, bien suivies et que l'évaluation se fasse pour qu'on dise « Ah, ce que nous avons amené comme réforme, voilà le fruit que ça a apporté par rapport à ce que nous faisions il y a 10 ans, il y a 15 ans. » Quant au coût élevé des évacuations, les médecins affirment que c'est des milliards de francs qui sont investis dans ce secteur et que cela ne porte pas grand fruit. Plus de 15 milliards de francs ont été investis pendant 5 ans et ils accompagnent le désir du chef de l'État à la construction d'une plateforme sanitaire adéquate pouvant même servir la sous-région pour le bonheur de tous. En fait, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et c'est une manne d'escroquerie et de gaspillage pour l'État. Nous, on l'a toujours dénoncé ici. Lorsqu'on évacue un malade à coût de millions, une évacuation coûte au bas mot parfois 30 millions, 50 millions, 60 millions, voire plus. Et lorsque l'État béninois doit évacuer 10, 15, 20 dans un délai, vous voyez ce que ça coûte pour l'économie nationale. Il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits par rapport aux évacuations sanitaires. Et si on prend 15 milliards en 5 ans, ça fait au moins 3 milliards par an. Avec 3 milliards, on peut commencer un petit quelque chose quelque part. Dans l'espoir que chaque année, on va amener un peu pour agrandir les différents services, pour équiper en matériaux, en équipement technique, les différents services pour que les médecins puissent travailler dans de très bonnes conditions. Au bas mot, c'est des milliards, nous allons gagner ça chaque année. Ça peut être éjecté dans l'enseignement ou dans la santé tout court même. Donc il faut tout faire pour avoir des hôpitaux de référence. Même un seul, ça suffit. Et ça peut même servir toute la sous-région, c'est l'idéal. Mais en attendant la reprise des évacuations, le gouvernement doit prendre des dispositions nécessaires pour les autres cas graves dont les dossiers ne sont pas encore étudiés. Les présidents de l'Union des professionnels des médias du Bénin et le patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin ont été reçus en audience ce mardi 29 mai par le président de la HAC, Adam Bonitessi. Au cœur des échanges, la suspension de la nouvelle tribune. Selon les patrons de presse, il ressort que l'espoir est permis. Des responsables de l'Amnesty International et de l'Union européenne étaient également de la partie. Le président de l'UPMB et celui du CNPA ont été reçus en audience ce 29 mai par le président de la HAC au sujet de la mesure conservatoire prise à l'encontre du quotidien La Nouvelle Tribune. Les premiers responsables des associations fêtières ont donné leur impression à cette sortie d'audience. Je crois que ça a été une séance assez fructueuse où bien, nous avons porté de façon, disons, de façon éloquente un peu notre foi en ce qui concerne tous ces dossiers, mais notamment ces nouvelles tribunes. Nous avons soutenu la conservateur. Nous avons montré combien de fois nous souhaiterons que l'avenir, la procédure soit différente. Absolument, nous sommes entre nous. Et la HAC, c'est notre structure de base, c'est notre maison. Vous savez, le père de famille ne peut pas chasser, diaboliser ou disons, excommunier un enfant aussi longtemps que ça. Donc quand un enfant est fautif, on l'appelle, on le ramène à l'autre, on lui fait les mises en garde nécessaires et on le reprend dans la maison. C'est ça que nous sommes venus défendre au niveau de la HAC. Le président de la coalition béninoise des défenseurs des droits humains s'est lui aussi exprimé à la sortie de cette audience aux allures d'une séance de travail. Il nous a offert une séance de travail réelle avec les membres du conseil et certains cadres pour que nous puissions approfondir encore les problématiques que nous avons amenées à la HAC et les essais de solutions que nous avons en tête. En réalité, nous étions partis pour l'écouter, pour savoir le contexte dans lequel la décision a été prise, afin de nous permettre, nous, défenseurs des droits humains, des droits de l'homme, d'apprécier et de faire ce que nous devons faire dans notre mission régalienne.
travail. Cette séance d'échange présage d'un dénouement prochain. Le tatouage est devenu depuis quelque temps l'apanage des jeunes. En général, c'est un moyen pour affirmer sa personnalité ou encore imiter ses idoles occidentaux qui défilent sur nos écrans de télévision. Quelle est la perception des jeunes du tatouage ici à Cotonou? Suivez ce micro-trottoir réalisé par une équipe de notre rédaction. Le tatouage, c'est un vilain comportement auquel les jeunes s'adonnent et sans savoir que ça a vraiment d'impact sur non seulement la santé, mais sur la personne physique. Et le tatouage est vraiment un truc très dangereux et que les jeunes n'arrivent pas à cerner l'importance. Et le tatouage a beaucoup de conséquences sur la santé. Non seulement nous sommes confrontés à des cancers, par exemple le cancer de la peau et tout. Concernant les conséquences physiques, on peut dire d'abord une personne tatouée est déjà mal vue dans la société. Selon moi, d'abord le tatouage c'est du satanisme. Ça vient du satanisme parce que toute personne qui tatoue son corps se réfère à l'animal. Vous voyez, parce que c'est très simple. Le truc est là. Sur le plan religieux, si tu mets le tatouage sur ton corps, c'est que tu es proche de l'enfer. C'est comme un signe qui prouve que tu appartiens à un secte. Et ça, tu appartiens à quelque chose. C'est pourquoi tu l'as mis. Ce que moi je pense du tatouage, c'est que je vais prendre trois aspects. Sur la santé d'abord. Le tatouage peut créer d'autres dommages sur le corps humain. Supposons, ça peut entraîner le cancer de la peau. Et sur d'autres aspects, comme la spiritualité, le tatouage c'est quelque chose de très diabolique. Parce que moi, en tant que musulman, nos prêtres nous disent que la tatouage sur un corps, les esprits mauvais peuvent s'accaparer de ça et manifester dans le corps d'un être humain. Et sur d'autres aspects comme la morale, en Afrique particulièrement au Bénin, un jeune homme qui fait le tatouage sur la peau, les gens le voient comme un délinquant. Même si tu as un problème avec une autre personne et tu te présentes devant un juge ou bien devant la police, en voyant le tatouage sur ton corps, les gens auront déjà des idées que tu n'as pas raison. Parce que le tatouage en Afrique n'est pas vu comme quelque chose d'ordinaire. Ghislaine Claude Fagbou, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussacé, a pris part à une formation des formateurs initiée par le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet BEN 08 SRJ au profit du personnel médical des infirmeries de l'Université d'Abomey-Calavi de Porto Novo, de l'OCOSA et de quelques responsables de réseaux et associations universitaires. Cette formation s'inscrit dans la dynamique d'améliorer la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, notamment en milieu universitaire. Reportage. Mélodie infantile rythmée d'acclamation pour accueillir Ghislaine Claude Fagbou, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Koussacé. Cette dernière est venue prendre part à une formation des formateurs initiée par le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP dans le cadre de la mise en œuvre du projet BEN 08 SRJ au bénéfice du personnel médical des infirmeries de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Université de Porto Novo, de l'Université de l'OCOSA et de quelques responsables de réseaux et associations universitaires en vue d'améliorer la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, notamment en milieu universitaire. Nous voulons améliorer sensiblement la santé de la reproduction, tous les aspects, toutes les questions qui concernent la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. L'accès des jeunes, des étudiants à l'information sur la santé sexuelle, comment avoir une vie sexuelle responsable, une santé sexuelle responsable et être capable de prendre des décisions éclairées sur leur santé sexuelle et qui va leur permettre
bien entendu d'avoir une vie totalement épanouie. La DECOUS remercie le gouvernement du président Patrice Talon et la ministre de l'Enseignement supérieur Marie-Odile Atanasso qui ont permis au Centre des œuvres universitaires et sociales de bénéficier de ce partenariat avec le FUNIAP avec l'appui des Pays-Bas, lequel partenariat a déjà permis au COUS de profiter de plusieurs formations et d'importants dons en matériel médico-technique pour une meilleure prise en charge des étudiants dans les infirmeries universitaires. Nous sommes là aujourd'hui à Ouida pour faire la formation des pères éducateurs. Et les objectifs de cette formation sont les suivants. Mettre en place un pool de formateurs en santé sexuelle reproductive en milieu universitaire, renforcer les compétences du personnel des infirmeries universitaires sur la santé sexuelle reproductive et la planification familiale et donner aux bénéficiaires l'aptitude à transmettre les formations reçues. Donc là, nous formons des pères éducateurs qui vont à leur tour former d'autres personnes. Après cette formation, une série de formations est en vue à l'endroit d'autres pères éducateurs et sera échelonnée tout au long de l'année. Des plans de travail seront élaborés et seront suivis dans les infirmeries en collaboration avec les comités de gestion des dites infirmeries pour un suivi régulier de l'applicabilité des différentes notions acquises lors des diverses formations. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de permettre aux jeunes universitaires une vie sexuelle et une santé sexuelle saine en toute responsabilité. La phase nationale du tournoi de détection des talents pour l'équipe nationale cadette du Bénin de football démarre ce jeudi 31 mai 2018. Les 8 équipes qualifiées pour cette étape sont réparties en 2 groupes de 4. La Ligue A, la Donga, l'Ouémé et le Zou sont logés dans la poule A. En revanche, dans le groupe B, la Ligue B fera face aux formations de l'Atlantique, du Borgou et du Mono. À l'issue des éliminatoires jeudi et vendredi, les 2 premiers de chaque poule vont disputer les demi-finales le samedi 2 juin 2018. Le match de classement et la finale vont se jouer 24 heures plus tard. La compétition a lieu au stade René Pleven de Cotonou sous l'égide de la direction des compétitions en collaboration avec la direction technique nationale et l'encadrement technique des écureuils cadets. Je pense que c'est une charge énorme que nous avons actuellement. Nous sommes en train de prendre avec la fédération et puis le ministère. Nous en avons l'habitude, mais nous avons gagné un tout petit peu d'expérience que nous allons mettre au service de notre cher Bénin. Et je pense que c'est ensemble avec vous, avec tout le monde que nous allons faire, nous allons jouer cette partition. Nous avons eu une très bonne séance avec le président et les staffs et son staff par rapport à notre nomination. On est en train de discuter par rapport au contrat. Je pense que c'est presque consommé. D'ici là, nous allons signer le contrat et on va commencer le travail pour pouvoir travailler pour notre pays. Tout le monde me connaît sur ce territoire. Je suis entraîneur depuis 1994 et on ne m'a jamais nommé. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête de... Je me retrouve adjoint de l'équipe cadette. Je les remercie et je demande au bon Dieu de nous aider à faire de bons résultats à ce poste qu'on nous a confié. Lafiou, c'est quelqu'un avec qui je côtoyais depuis des années, on se connaît, il n'y a aucun problème entre nous. Je pense que d'abord le trio qu'on fait, Jean-Louis, Lafiou et moi, c'est une équipe qui doit beaucoup travailler et on est tous des travailleurs, donc on n'aura pas de problème. Toujours au sujet des jeunes pousses du sport béninois, les sélections nationales des moins de 17 ans, filles et garçons de volleyball, sont qualifiées pour le championnat d'Afrique de la catégorie Abuja 2018. C'était à l'issue des éliminatoires qui se sont déroulés les samedis 19 et dimanche fin mai dernier à Porto-Novo. Le président de la Fédération béninoise de volleyball, Ali Yaro, fait le bilan de ses qualificatifs et dévoile les ambitions du Bénin à ses joutes continentales. Depuis quelques mois, le monde sportif du volleyball du Bénin
a bien voulu nous confier pendant 4 ans les destinées de cette discipline-là, avec bien entendu un comité exécutif. Et c'est vrai que depuis 3 mois, nous avons commencé un certain nombre d'activités. Nous avons pu faire participer certains de nos clubs aux compétitions africaines et sous-régionales. Et l'activité phare que la fédération a pu organiser en ce qui concerne les sélections nationales, c'est justement les éliminatoires couplés des Jeux africains de la jeunesse et des championnats d'Afrique des cadets. Ça s'est déroulé à Porto-Novo. Et il y avait au total 5 pays qui étaient inscrits pour participer effectivement à cette compétition, mais au finish, pour diverses raisons, certains pays n'ont pas pu être de la partie et seul le Nigeria a pu être à Porto-Novo et en compagnie du Bénin. Et on a pu faire ces éliminatoires-là. Et au classement final, le Nigeria l'a emporté sur le Bénin, ce qui fait que directement, les équipes cadettes féminines et masculines du Nigeria devront être du côté d'Alger pour représenter la zone 3. Et les 2 pays doivent représenter la zone 3 au niveau du championnat d'Afrique des cadets. Ça va être en septembre prochain à Abuja. Il faut reconnaître que nous avons été un peu surpris par l'organisation qui nous a été confiée parce que ça devrait normalement se dérouler ailleurs. Et donc nous avons eu très peu de temps pour se préparer au niveau de nos sélections, moins de 2 semaines. Alors pour nous, si la participation doit être effective, parce que c'est une question de moyens d'abord, si elle doit être effective, nous devrons nous y prendre très tôt. Et avant ça, nous avons un championnat national que nous devons organiser et nous verrons bien dans quelle mesure du possible nous allons organiser le championnat au niveau des cadets afin d'élargir un peu le répertoire au niveau des joueurs qui pourraient être présélectionnés pour cette 2 sélections cadettes et voir dans quelle mesure du possible faire participer certains d'entre eux au tournoi de la zone 3 qui doit pouvoir se tenir à Ouaga en août prochain. Donc voilà un peu ce que nous pensons faire en attendant que la direction technique nationale nous soumette un plan de préparation par rapport à cette participation-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à EZE Télévision.